Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Sans refaire tout l'historique, les dispositifs Maya travaillent pour l'intégration des aides, des soins et des services pour les personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Et l'idée étant de pouvoir réunir à tous les niveaux tous les acteurs d'un territoire infradépartemental, donc de proximité, pour pouvoir améliorer les réponses et les prises en charge. Voilà. Sur le principe, c'est indiscutablement une évolution positive nécessaire et qui est aujourd'hui bien prise en compte et qui est demandée par l'ensemble des acteurs, que ce soit les soignants auprès des malades, les directeurs et les opérateurs, mais aussi les institutions, conseil départemental et ARS en tête pour ce qui concerne le pilotage des dispositifs Maya. Alors d'abord, on a eu la chance de pouvoir expérimenter le dispositif, ce qui est quand même pas si commun en France. Donc 2 ans d'expérimentation qui ont donné lieu au rapport Prisma 2 qui a permis d'avoir une bonne base sur les éléments tactiques et stratégiques, c'est-à-dire tous les éléments de gouvernance du dispositif Maya, mais aussi tout un travail de recherche sur la gestion de cas complexe, qui est donc l'aspect clinique du dispositif Maya, qui a permis donc d'avoir un cahier des charges en 2011 qui est assez cohérent et qui à ce jour est encore celui que nous utilisons. Après, il y a eu des évolutions puisque le dispositif s'est déployé en France lentement, puisqu'on a eu 100 à 50 Maya par an pendant quelques années. On arrive là en fin de déploiement et a priori le territoire français commence à être couvert dans sa totalité. On a une spécificité, c'est qu'on a à la fois un travail qui est réfléchi, pensé au niveau national, mais qui doit absolument être adapté et partir des spécificités des territoires Maya, qui sont forcément infradépartementaux. Pourquoi infradépartementaux ? Parce que l'idée de départ était quand même qu'on puisse essayer de régler des choses qu'on n'arrive pas à régler au niveau national et de manière à échelle trop grande, de pouvoir essayer de les travailler avec les acteurs du terrain sur des échelles de territoire qui correspondent finalement aux échelles de vie des personnes que nous accompagnons. Alors en théorie, ça fonctionne effectivement bien et pas pareil partout. On a donc des territoires Maya très très différents, on a des territoires très urbains, on a des territoires désertifiés aussi. Moi je suis en Aveyron, donc dans un territoire rural où la situation n'est pas du tout la même qu'à Paris 20e par exemple. Ce qui nous permet d'avoir, cela dit, un échange entre pilotes Maya qui nous permet de nous nourrir de nos différentes expériences. Alors aujourd'hui on a 2 aspects quand même, et c'est important de les différencier même s'ils font partie du même dispositif. On a bien la gestion de cas, donc on a plus de 1200 gestionnaires de cas en France actuellement, qui travaillent auprès des personnes, qui sont donc des soignants mais qui ne travaillent plus comme soignants mais comme gestionnaires de cas, et qui vont faire de l'évaluation multidimensionnelle et de l'accompagnement intensif auprès des personnes, donc de la coordination intensive, dans des situations bien particulières parce qu'elles sont complexes, c'est-à-dire qu'elles concernent tous les champs, social, sanitaire, et qu'elles mobilisent énormément d'acteurs autour d'elles. Alors ça fonctionne bien. La reconnaissance des gestionnaires de cas est unanime, les services rendus sur les territoires aux acteurs de la coordination déjà présents est reconnu partout. La difficulté est sans doute le deuxième aspect qui est pour moi un des enjeux principaux du dispositif Maya et qui pour l'instant n'est pas totalement résolu, c'est d'améliorer la coordination, la prise en charge des parcours de toutes les personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie sur un territoire. Donc on dépasse les situations particulières et complexes, on dépasse les équipes cliniques qui sont coordonnées par les gestionnaires de cas et on rentre dans la coordination des acteurs entre eux. Et là, effectivement, la situation des Maya est très inégale selon les territoires. Ce qui est certain, c'est qu'on observe toujours aujourd'hui un cloisonnement des services sociaux par rapport aux services sanitaires. On observe toujours des difficultés de relation entre l'hôpital et le domicile qui sont bien connues. D'ailleurs, je dis hôpital vers domicile, mais c'est aussi vrai domicile vers hôpital. Et on observe des politiques publiques, donc là plus au niveau stratégique, c'est-à-dire décideurs et financeurs, qui parfois se confrontent, parfois sont en doublon, parfois sont incohérentes, il faut le dire, entre les politiques des conseils départementaux et les politiques des ARS déclinées dans les départements. On a une
perduration de la logique en CEO malgré tout. Donc c'est vrai que je ne suis pas peut-être le plus optimiste des acteurs mayas parce que j'y suis depuis l'expérimentation. Donc j'ai vu toute la genèse, j'ai vu le foisonnement d'idées et de concepts intellectuels à l'origine des mayas. Et puis ça fait des années maintenant que j'en vois la pratique et ce qu'on essaye de faire. Alors ce qui est certain aussi, c'est que pour arriver à ce que tout le monde voudrait, parce que quand on interroge les acteurs, les patients, les familles, tout le monde perçoit, pressent ou ressent les incohérences du système, la complexité, le fait que pour une question, il faut s'adresser à 3, 4 acteurs différents, que parfois les familles sont ballottées entre 4, 5 acteurs différents, avec des sigles et des acronymes différents qu'on ne leur explique pas forcément. Donc, pour avoir cette cohérence, tout le monde la souhaite. Elle est évidente pour tout le monde, elle doit être mise en œuvre. Par contre, et ça a été dit ce matin et ça va être rappelé pendant les 2 jours de l'université d'été, pour y arriver, il faut fortement et profondément changer des pratiques qui sont ancrées dans notre société et dans notre culture française depuis très très longtemps. Petit aparté, Yves Coudurier, qui est un spécialiste de l'intégration au Québec, on le fait venir de temps en temps encore dans nos mayas en France pour qu'il nous parle d'intégration. Et depuis quelques années, il est un peu pessimiste aussi puisqu'il arrive en disant que finalement en France, on n'arrivera sans doute pas à faire de l'intégration entre le sanitaire et le social, comme on peut le faire au Québec, puisque au plus haut niveau des ministères, on est déjà dans des institutions séparées et la chaîne redescend jusqu'à la clinique. Cependant, on arrive quand même à avoir des avancées puisque on travaille, nous, pilotes, avec les conseils départementaux, avec les ARS, avec les acteurs du territoire et qu'on a aujourd'hui, pour faire l'état actuel des dispositifs Maya, une dynamique extrêmement forte dans ce sens-là. Ce qui nous manque peut-être encore, ce sont les moyens. Concrètement, l'un des objectifs du dispositif Maya, c'était de créer un guichet intégré. Alors le principe est compliqué, ça fait appel à des termes qui sont parfois en collusion, qui entrent en collusion avec les termes qu'on a l'habitude d'employer, comme guichet unique, donc des services sociaux par exemple. Mais l'idée c'était bien au départ, et ça l'est toujours, de pouvoir permettre à n'importe qui, sur n'importe quel territoire et où qu'il s'adresse, à une personne qui a un problème d'autonomie, d'avoir une réponse. Et quel que soit l'endroit où il s'adresse, une mairie, un hôpital, un service de soins, un service social, il ait une réponse qui soit la même partout, de la même qualité, qui soit la bonne réponse, qu'elle soit adaptée. Donc ça nécessite forcément d'avoir une caractérisation de sa demande pour pouvoir lui répondre et l'orienter vers le bon acteur immédiatement, sans qu'il ait besoin d'errer et de passer par multiples acteurs. Et une réponse complète, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir déterminer et caractériser sa demande dans tous ses aspects. On sait très bien, et ça c'est l'expérience du clinicien qui parle, que quand une personne arrive avec des troubles cognitifs légers, qu'elle commence à avoir des pertes de mémoire, et puis se cumule à ça des pertes de mobilité, et puis elle vit seule, isolée dans un environnement rural, eh bien, déjà, si la première demande est par exemple une aide sociale, parce qu'il y a besoin d'adapter le domicile ou d'avoir, je sais pas, une barre de douche par exemple, des choses très simples et très concrètes, on sait déjà que dans cette première demande, à travers cette première demande, si on l'évalue et qu'on l'analyse un petit peu, on pourra proposer des choses à cette personne qui vont l'aider de façon assez précoce à prévenir ou à travailler des problématiques qui vont se poser dans la semaine, dans le mois, dans les 6 mois qui viennent. Donc l'idée c'est ça. C'est d'apporter des supports à tous les gens qui sont confrontés aux demandes et non pas de former et d'amener des gens spécifiquement répondant à la demande sur le territoire et de centraliser le tout sur un département par exemple, mais bien de permettre à ceux qui le font déjà naturellement d'avoir des outils qui leur permettent de répondre, d'évaluer et d'orienter les personnes. Et là, on se confronte à des monstres d'administration, des monstres techniques aussi, parce que pour arriver à faire ça, il faudrait pouvoir avoir un système d'information partagé entre les acteurs qui fonctionne. Il faudrait que nous ayons ne serait-ce que des annuaires partagés qui correspondent à l'ensemble des acteurs sur un territoire à un moment donné, que cet annuaire soit à jour avec les bonnes coordonnées. Ça a l'air simple, évident, et pourtant ça ne l'est pas tant que ça.
Et puis, il faut avoir des ressources derrière, c'est-à-dire des gens qui répondent au téléphone, des interlocuteurs qui soient disponibles, et puis des outils aussi qui permettent de recevoir des demandes, de les caractériser. Non pas de les évaluer, parce que ça c'est le boulot des évaluateurs, mais de caractériser ces demandes. Et là, la situation évolue sans cesse. Alors, il y a l'Aurore. Alors, je vais employer plein de gros mots. Je ne les définirai pas exprès, comme ça montrera la complexité du système. Mais il y a des annuaires qui sont faits par les conseils départementaux. Il y a l'Aurore qui se déploie au niveau national, donc le répertoire opérationnel des ressources. Voilà, on a tout un tas d'outils qui arrivent parce que tout le monde a conscience de cette nécessité. Mais on constate qu'ils arrivent de manière rapide. Parfois, ils arrivent et ils repartent parce que finalement, ils n'étaient pas adaptés aux contraintes du terrain. Ils arrivent en même temps, donc on doit suivre des chantiers différents. Par exemple, sur mon territoire, je suis un chantier sur l'annuaire départemental avec le conseil départemental. En même temps, je suis le chantier du ROR avec les systèmes d'info sur une logique ARS régionale. Et voilà, et tout ça se confronte, se combine, se complète. En tout cas, il est encore aujourd'hui difficile d'avoir et d'essayer de maintenir une cohérence dans tout ce qu'on essaye de faire. Nous avons aussi, il faut le souligner parce qu'il n'y a pas de raison, la loi de modernisation du système de santé qui, à mon humble avis, a loupé le coche de l'intégration. Parce que dans le projet de loi, il y avait plein de choses formidables pour l'intégration, entre le sanitaire et le social notamment. Et puis finalement, au gré des amendements, on se retrouve avec, à mon sens, une loi qui va faire perdurer malgré tout encore quelques années les logiques de cloisonnement, notamment entre le sanitaire et le social, notamment entre les hôpitaux et la ville. Mais qui permet quand même, par exemple, d'avoir un article de loi sur l'échange d'informations et la capacité, la possibilité pour les acteurs du dispositif Maya d'échanger des informations, des données personnelles dans un système d'information commun. Donc on a des évolutions. Ce qui est peut-être difficile pour moi, pilote, c'est que ces évolutions, elles prennent, mais on le sait, hein, c'est théorisé, elles prennent 10, 15 ans, 20 ans. Les changements de pratique dans nos systèmes, que ce soit au niveau social ou sanitaire, on sait que c'est très très long. Mais il y a une vraie nécessité. Alors je ne parlerai pas politique, mais quand même, aujourd'hui, la situation des personnes que je vois sur le territoire aveyronnais, qui sont suivies par les gestionnaires de cas que j'encadre, ne s'améliore pas, hein, tant au niveau social, au niveau de l'isolement géographique, au niveau de la désertification médicale, au niveau de la difficulté d'accéder aux soins, même au niveau de l'information. Bref, on a des gens qui sont, en tout cas dans mon département, très très à distance, vous l'avez dit tout à l'heure, des ressources. Voilà. Je pense qu'on est quand même dans une logique libérale ou néolibérale. Hein. On est quand même dans un monde, aujourd'hui, en France en tout cas, où on est dans une culture de la réussite individuelle, on est quand même dans une culture de la protection des acquis ou des privilèges. Et voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on a des structures aujourd'hui assez fortes. Un hôpital, par exemple, c'est une structure assez forte, même si elle a ses difficultés, implantée dans les territoires, souvent premier employeur du territoire, qui parfois peut avoir tendance à gérer ses problèmes en interne et elle-même, qui a du mal encore à s'ouvrir au reste du monde, c'est-à-dire à la société civile. Mais on est aussi avec des professions libérales, donc kinés, médecins, infirmières, qui sont dans cette optique-là aussi, de fait, hein, libéral, dans le titre, il y a bien le mot libéral, et je l'entends tout à fait, puisque j'étais infirmier libéral, comme étant aussi la liberté de pouvoir exercer, choisir où on exerce, choisir comment on va travailler, ce qui est tout à fait honorable et juste, mais qui parfois peut se confronter à cette optique ou cette volonté qu'on a de partager des pratiques, de partager des évolutions, de partager des outils, de partager, allons-y, des secrets. On se heurte encore à une culture du secret, à une culture de la prise en charge individuelle. Je soigne mes patients, que ce soit une infirmière, même un centre de soins, ce sont nos patients, ils sont accueillis chez nous. On a cette culture, à mon sens, hein, en tout cas je l'observe encore, cette culture du mon patient, que j'aide, moi, et donc qui m'apporte de la reconnaissance à moi. Et l'idée, c'est quand même, on le sait, je ne peux pas résoudre tous les problèmes tout seul.
Et en plus, et c'est ce qui me fascine moi dans cette pratique des dispositifs Maya, mais dans la pratique du soin, c'est qu'on sait aujourd'hui, évidemment, que chaque action, chaque acte, qu'il soit médical, infirmier, des aides à domicile, est interdépendant. Si le kiné travaille dans un sens, mais que l'infirmière libérale vient à domicile et puis ne travaille pas du tout sur l'autonomisation du patient dans le soin de la toilette, par exemple, eh bien c'est incohérent. Si le médecin prescrit des choses mais n'est pas forcément très précis sur les soins d'hygiène, eh bien l'infirmière va interpréter les soins et ne va pas forcément travailler en cohérence. On a donc toute une palette d'interdépendance. Et on le voit bien quand on étudie les situations complexes, c'est-à-dire les gens qui mobilisent le plus d'acteurs autour d'eux. On voit bien à quel point les financements qui seront attribués pour refaire un rez-de-chaussée pour que la personne puisse vivre correctement dans son logement ont un impact direct. Donc l'attribution des financements a un impact direct sur la santé de la personne et sur son évolution dans la maladie. Or, ce sont des systèmes qui ne parlent pas la même langue, qui ne travaillent pas au même rythme, et qui ont, bon an, mal an, ou à juste titre parfois, une vision assez cloisonnée de leur propre travail. Ce qu'on observe aussi, et c'est l'aspect positif des choses, parce que ça se fait à travers la gestion de cas, mais c'est quand même ce qu'on essaye de faire travailler au niveau tactique, donc avec les opérateurs, et au niveau stratégique avec les décideurs et financeurs. Quand on fait une réunion de concertation autour d'une situation complexe, et qu'on l'a fait chez la personne qui a des troubles cognitifs. Parce que je le rappelle, dans les situations complexes, il y a une atteinte de l'autonomie décisionnelle. Donc souvent, il y a des gens qui ont des troubles cognitifs, voire des troubles du comportement. Quand on fait cette réunion de concertation avec tous les acteurs, quand on arrive à avoir le médecin, le neurologue, l'assistante sociale du conseil départemental, l'aide à domicile, etc., et qu'on fait cette réunion chez la personne, avec la personne autour de la table, et sa famille, parce que son mari est là et que c'est lui qui gère les papiers, des choses comme ça. Là, on prend conscience de ce qu'est l'intégration. Et en même temps, et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça que je suis les travaux de l'EREMONDE depuis longtemps, ça ressemble à une réflexion éthique, ça ressemble à un comité d'éthique qui se réunirait pour parler d'une situation compliquée. D'autre part, et c'est pour moi mon cheval de bataille de clinicien depuis que j'ai fait de la psychiatrie dans un courant antipsychiatrique, on laisse les gens être avec leur pathologie, avec leurs éclats de voix, avec leur apathie parfois, être présents et réagir. Et au fil du temps, quand on fait 2-3 réunions de concertation de ce type, finalement les gens commencent à s'exprimer et à dire des choses. À dire des choses que parfois certains autour de la table pensaient qu'ils étaient plus capables de dire sur leur destinée. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est central à mon travail, c'est bien la préserver, ou en tout cas déterminer déjà, évaluer la capacité décisionnelle des personnes qu'on accompagne et pouvoir la rendre effective. On parle beaucoup de besoins, d'évaluation des besoins. Hein. On l'a dit encore ce matin, on l'a entendu de la part de l'ARS, on l'a entendu de la part de scientifiques et de médecins. On travaille dans une logique qui doit répondre aux besoins des personnes. Très bien, ça je l'entends partout. Alors, on améliore les parcours et on répond aux besoins. Formidable. Cependant, j'observe deux choses. Que pour déterminer les besoins des gens, il faut les connaître. Donc ça prend du temps. Il faut évaluer leur situation. Alors nous, on a la chance d'avoir des outils d'évaluation multidimensionnelle qui nous permettent en 2-3 mois d'avoir une idée précise de la situation. Donc d'avoir une idée précise de leurs problématiques. Donc de pouvoir les interroger sur leurs besoins. Et ça a été dit aujourd'hui et ça me fait plaisir, sur leurs désirs également. Quand on arrive à faire ça, on le fait pour une personne. C'est forcément individuel. Ma question à moi, et c'est celle du jour, et c'est celle de mon intervention, c'est comment pouvoir effectivement faire rejoindre la réponse aux besoins individuels avec une réponse aux besoins collectifs, à une échelle raisonnable, c'est-à-dire infradépartementale. Parce qu'effectivement, si on prend les besoins de l'ensemble de la population française des plus de 60 ans en perte d'autonomie et qu'on essaye d'y répondre globalement, on se plante. On n'y arrivera pas. Mais deuxième observation, qui aujourd'hui est capable de déterminer les besoins d'une population sur un tiers du territoire aveyronnais, par exemple? Eh bien, mon observation, c'est que personne. On a beau le dire, on a beau essayer de le déterminer à travers des chiffres, à travers des statistiques. Non, aujourd'hui, moi je l'observe,
même si on peut me critiquer pour cette capacité, enfin plutôt cette capacité ou cette envie de dénoncer un petit peu ça. On le dit beaucoup, mais on ne le fait pas. Et aujourd'hui, moi, je suis bien incapable, et pourtant je suis pilote Maya, de savoir quels sont les besoins précis de la population des plus de 60 ans en perte d'autonomie qui est sur mon territoire Maya. Forcément, puisqu'on n'est pas encore, mais ça vient, hein, ça évolue, il y a des sociologues qui se penchent sur la question, on travaille maintenant avec des disciplines avec lesquelles on ne travaillait pas avant pour essayer de travailler cette question-là, modéliser notamment. Ce qui m'interpelle, c'est que du coup, comme on a encore du mal à évaluer les besoins, et on est toujours et encore dans une logique de gestion des ressources. Alors ça, s'il y a bien une grande leçon que j'ai apprise depuis que je suis dans les dispositifs Maya, c'est qu'on fait évoluer des choses, on change des places, des nombres de places autorisées par exemple, des choses comme ça, on fait évoluer les services hospitaliers, on fait évoluer la filière gériatrique, oui, soit, mais pour l'instant, on répond quasiment autant aux besoins des gens qu'on répond aux besoins des structures elles-mêmes et des professionnels. Et donc pour moi, on n'est pas encore sorti de cette logique de gestion des ressources. Donc effectivement, sur mon territoire, en Aveyron, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il va falloir qu'il soit capable, ou qu'on l'accompagne, pour aller vers la ressource qui existe, ou alors de trouver des moyens différents parce que la ressource n'existe pas. Oui, j'espère qu'un jour, une personne qui tombe chez elle, qui a 90 ans et qui a des troubles cognitifs légers, va arrêter d'être envoyée par les pompiers aux urgences à 2 h du matin. Et puis comme elle sera agitée, on va lui donner des neuroleptiques. Et puis ça augmentera son syndrome confusionnel. Et finalement, on va l'attacher. Et puis elle finira, alors on va traiter sa chute, mais elle finira quand même parfois en psychiatrie adulte. Et puis elle finira par être institutionnalisée en 3 mois. Alors qu'elle aurait pu tranquillement finir, ou en tout cas continuer sa vie chez elle avec sa famille. Voilà, ça j'espère que ça va s'arrêter. Et au-delà des discours et effectivement de la politique qu'il faut continuer à mobiliser de façon citoyenne, il y a ça. Parce que moi, tant que les gens souffrent de nos incohérences, je pense qu'on aura intérêt à bouger, à être politiquement incorrect, à être provoquant parfois, transgressif et subversif, pour pouvoir dire non, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Non, et moi je vois des gens dans nos situations, il y a des gens qui meurent parce qu'on a mal fait notre boulot. Il y a des gens qui rentrent en maison de retraite sans qu'on leur ait demandé leur avis. On les met là et puis on va les calmer à coups de somnifères pour qu'ils ne fassent pas trop de bruit et que les troubles du comportement soient un peu apaisés par rapport à la collectivité. Voilà, donc au-delà des discours, moi je suis nourri de ça depuis le début de ma carrière d'infirmier et je suis toujours aussi... outré, dérangé, que finalement les enjeux personnels, les enjeux politiques, les enjeux professionnels, les enjeux corporatistes aussi, soient aussi prégnants. Parce que concrètement, aucun individu qui soigne l'autre n'est profondément d'accord avec ça, n'est profondément malveillant. Aucun. Même, j'allais dire, aucun système, l'ARS, les conseils départementaux, les systèmes eux-mêmes ne sont pas malveillants. Mais je pense que c'est bien nos failles, nos incohérences, nos doublons, les enjeux des acteurs ou des institutions qui font qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de progrès à accomplir.